Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes bien à l'émission Apprendre à vivre heureux avec Estelle et Sébastien, comme annoncé. Avant de commencer, Sébastien, je pense qu'on va remercier notre cher ami Jonathan, qui est directeur de la station, qui nous a fait un beau petit, une petite musique d'entrée pour que les gens puissent reconnaître notre thème de Apprendre à vivre heureux. Ben oui, hein? On est chanceux. On est très chanceux, très chanceux. Alors, je me présente, je suis Estelle Borgia, je suis spécialisée en développement de l'intelligence émotionnelle. Puis, bien sûr, je suis accompagnée de mon ami Sébastien, que j'aime tant. Parce que moi, le côté technique, tu sais, Sébastien, c'est pas mon fort. Ça va venir, ça va venir. Non, je vais te laisser tout le temps des émissions. Alors, comment vas-tu, mon ami? Ça va merveilleusement bien. Et toi, ma chère? Tant mieux, moi, ça va très, très bien. Pour notre deuxième émission, je suis très heureuse de pouvoir parler du thème de cette semaine. On va parler du thème de lâcher prise. Lâcher prise, hein, que c'est pas facile, lâcher prise. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Sébastien? Là, je te lance la question comme ça, là, brûle pour point, c'est quoi le lâcher prise pour toi? Je dirais avant une belle musique, c'est laisser aller. Est-ce que tu veux nous présenter une musique de départ? J'en ai une belle pour toi. OK, tu vas commencer avec une musique. Parfait, on vient avec c'est quoi le lâcher prise? À tantôt. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur, il est là. Il est là. Il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Avoue que ça commence bien, hein? Franchement, là, c'est Christopher, je pense qu'il s'appelle. Là, Christophe May. Il est où le bonheur? Ah. Juste pour toi, Estelle. Mais écoute, je pense que c'est pas juste pour moi, c'est pour aussi nos auditeurs, parce que tout le monde cherche, comme il dit dans sa chanson, tout le monde cherche le bonheur. On va essayer d'aider les gens à le découvrir et de donner justement des moyens pour apprendre là, à rattraper ce bonheur qu'on cherche tant. Tantôt, je t'ai lancé une question, Sébastien, tu t'es sauvé dans la musique, mais je te reprends là. Pour toi, c'est quoi le lâcher prise, Sébastien? C'est une très bonne question qui demande beaucoup de réflexion. Puis j'ai fait mes devoirs parce que j'ai quand même fait quelques études avant d'arriver ici tantôt. Le lâcher prise, premièrement, dans le dictionnaire, il n'est pas écrit. Il y a lâcher qui est écrit dans le dictionnaire, qui veut dire laisser aller. Et il y a lâche tout de suite en bas, qui est très péjoratif. Oui. Et il y a lâcher en haut aussi, qui est aussi péjoratif. Okay. Je me suis dit que c'est peut-être l'idée de lâcher qui rend la chose si difficile. Parce qu'en fait, lâcher prise, c'est laisser aller, tout simplement. Oui. Ben, en fait, c'est laisser aller, mais cesser de retenir. Accepter ce qui vient devant soi. Oui, mais on va aller vers c'est quoi le lâcher prise? C'est, dans le négatif, c'est cesser de s'agripper. Oui. Tu sais, quand on lâche prise, là, on cesse de s'agripper. C'est cesser de se battre aussi. Laisser, si on parle dans la relation, c'est laisser les autres libres, hein. Puis si on parle vis-à-vis les événements, c'est aussi accepter. Quand tu parlais d'acceptation, c'est accepter. Oui, l'acceptation. L'acceptation des choses telles qu'elles viennent. C'est pas facile. Puis l'autre élément, je voudrais peut-être ajouter dans le lâcher, c'est aimer. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à aimer sans dépendance. Ah oui, absolument, totalement, hein? Oui. Parce qu'on a souvent cette tendance à s'accrocher à des relations amoureuses. À se créer des besoins. Oui, effectivement. Se créer des besoins dont on croit devenir dépendant, et notre bonheur dépend de ces besoins-là qu'on s'est créés. Et oui, puis on pense que ça dépend de l'autre. C'est ce qu'on va entamer là tout au long, on va en discuter tout au long de cette heure. Alors, j'entends déjà les auditeurs là, ne vous inquiétez pas, quand on parle de lâcher prise là, ça veut pas dire se résigner. Ça veut pas dire endurer, parce qu'on doit faire quand même une différence entre accepter ce qu'on propose comme élément accepté et l'acceptation et l'approbation. Oui, je dirais la résignation et la résilience.
Quand on parle de résignation, on va parler plutôt de baisser la tête, de endurer, c'est-à-dire qu'on est contre la situation. Dans le Petit Larousse, Oui. il nous marque que c'est la soumission du sort qui se présente à nous. C'est Alors- l'absence de combativité, la renonciation à un droit. Oui. Alors, Tandis que la oui. résilience, c'est l'attitude d'un individu à se construire et à être heureux, à se forger une vie heureuse indépendamment des situations qui se présentent à lui. OK, mais si on fait la différence entre l'acceptation puis l'approbation, c'est que accepter les choses, ça veut pas dire que on va rien dire face aux C'est ça. situations. C'est pas comme la résignation. Exact. C'est plutôt comme la résilience où je vais me construire quelque chose de bien, indépendamment de ce qui se passe autour de moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu proposes. Et l'approbation, c'est-à-dire qu'on exprime ou on n'exprime pas ou on laisse aller, mais l'approbation, c'est dire, dans le fond, je suis en accord avec ce qui se En passe. harmonie, oui. OK? Alors, des situations qu'on n'aime pas, on peut apprendre à les accepter, c'est-à-dire apprendre qu'elles sont comme elles sont, sans nécessairement être en accord ou c'est-à-dire ne pas approuver ce qui se passe. Bon, je vais donner un exemple là, concernant ça. Prenons un événement qui est celui d'un individu qui fait un vol. Est-ce que on peut comprendre et accepter que l'individu, dans sa mentalité, dans ses faiblesses, dans ses difficultés émotionnelles, dans son éducation, que cet individu-là a décidé, il est arrivé à voir comme le vol comme étant une bonne chose pour lui? Ben, je dirais totalement, parce que s'il n'avait pas cru à ce moment-là que c'était bon pour lui, il l'aurait pas fait. D'accord. Alors, on peut le comprendre, on peut l'accepter dans ses gestes, dans le sens que c'est ainsi que c'est arrivé dans le déroulement des événements, mais ne pas l'approuver, de dire je ne suis pas d'accord, comme dans la société, que ceci se passe. Je suis pas en train de l'approuver. Je peux émettre mes valeurs, je peux émettre mes idées par rapport à cette situation-là. Je peux comprendre comprendre la situation sans pour autant la cautionner. Exactement. Alors, approbation, c'est cautionner. Très juste. Je trouve que ton terme est très adéquat aussi. Alors, ici, ce soir, on va essayer de voir le lâcher-prise. Comment on peut apprendre à lâcher prise? Alors, la première chose qu'il faut retenir, le lâcher-prise, ça c'est pas à l'extérieur, là. On peut pas acheter du lâcher-prise en canette, là. Ça serait bien trop merveilleux, hein? Ça serait facile, on l'achèterait en caisse. Mais le lâcher-prise, c'est vraiment un travail intérieur. Puis comme je parlais tantôt d'acceptation, c'est un travail intérieur de reconnaître les choses comme elles sont. Que ce soit les événements, les situations, le comportement des autres, mais juste reconnaître que c'est ainsi. C'est pas facile parce que l'être humain, là, il est muet par toutes sortes de tentations. Puis pour lui, l'humain, là, comme moi la première, quand une chose fait pas mon enfant, j'aime pas ça, j'aimerais bien gros qu'elle soit pas comme elle est. Je suis la première à désirer. Ben, je pense que sensiblement, un petit peu tout le monde est un petit peu comme ça, non? En tout cas, moi aussi, je pense que je suis un petit peu comme toi. Bien, c'est-à-dire qu'on va toujours rester humain. Même si on travaille à un lâcher-prise, on va rester humain. On sera pas parfaitement dans l'acceptation totale de toutes les choses. Faut pas rêver en couleur. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est de travailler, faire un travail intérieur pour apprendre à accepter les choses. Ça va nous apporter reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ça va nous apporter davantage une émotivité moins en dents de scie. En évitant d'exagérer la situation. Très juste. Alors, bien sûr qu'on se rend compte qu'on n'a pas de pouvoir sur bien des situations de la vie courante. Tu en as sûrement... Non, la température. Ah, puis même aujourd'hui... Ça fait donc parler les gens. Tu me la disais température. qu'aujourd'hui, t'es arrivé, il n'y avait pas de courant. L'électricité non plus. Ça, on n'a pas de courant du moment que ça Est-ce sort que- du fil, est-ce ça que nous t'es- appartient plus. Est-ce que dans le manque de courage chez toi, avant de préparer cette émission, t'as vécu de l'acceptation ou t'as vécu autre chose, mon cher ami? Une dose de stress intense. OK. Alors, de ce fait, tu vois, moi, à partir du moment où on reconnaît qu'on a un stress, on peut tout de suite dire la première chose à faire, puis je vais te donner les étapes qu'on peut faire pour faire un lâcher-prise. Mais la première chose à faire, là, c'est de
d'observer comment on se sent. C'est quoi nos réactions physiques? C'est quoi nos réactions comportementales? Parce que ces réactions physiques et comportementales, c'est elles qui vont nous dire, il y a des émotions qui sont intenses. Si on est perturbé, on a envie de frapper, on a envie de crier, ou on a le goût de s'isoler, de se mettre en petite boule, mais ces comportements-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas émotionnellement. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acceptation à ce moment-là. Non, je t'assure, j'ai pas vécu aucune de ces émotions-là. T'as pas vécu d'anxiété? Tu me dis en arrivant, t'étais un peu anxieux. Mettons qu'on le remet sur une échelle de 1 à 100, Okay. ça fait une sacrée différence. OK. Fait que t'as été assez habile pour apprendre à accepter une situation que tu n'avais pas le contrôle. J'ai eu un bon professeur, hein. Ah oui. Je connais tes forces, mon cher ami. Alors, à partir du moment où, si je reviens au lâcher-prise, tu sais, dans le fond, ce qu'on peut reconnaître comme être humain, il y a une chose qu'on peut être libre et capable sur laquelle on a un pouvoir, c'est on a un pouvoir sur ce qu'on pense, ce qui nous trotte dans la tête. Ça, là, automatiquement, il n'y a pas personne qui peut nous empêcher de penser. Alors, on peut nous mettre en prison demain matin et on va avoir encore la capacité de penser. De penser, c'est bien de penser, encore faut-il savoir les contrôler un peu, ces pensées. Et c'est de là que je veux arriver. Tu sais, les pensées, on peut arriver à les identifier parce que nos croyances, nos pensées peuvent nous amener, quand on les regarde de plus près, de constater que bien des éléments qu'on s'oppose, qu'on s'accroche, qu'on n'accepte pas, des éléments qu'on se bat contre, et à partir de là, quand on se donne la chance juste d'identifier qu'on a ces pensées-là, parce qu'on a identifié au départ nos réactions émotionnelles, à partir de là, on peut dire, il y a un travail à faire dans l'acceptation de ce qui se passe autour de moi. Totalement. Et il y a aussi quelques petits trucs juste pour se soulager l'esprit quand ça tourne trop vite. Ouais. Juste se recentrer, respirer un peu, retrouver un minimum de calme avant d'agir. Effectivement. Alors, tu es en train de tout donner mes trucs pour les étapes qu'on va finaliser. Fait que si je me la fermais tout de suite puis je mettais une musique, ça ferait-tu ton bonheur? On pourrait laisser ça puis laisser nos auditeurs jongler un peu sur nos propos. Jusqu'à 21h, vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, vous êtes toujours au 103.1 FM. Alors, on continue notre discussion, notre cher ami Sébastien, concernant le lâcher-prise. Moi, j'aimerais qu'on regarde, tu sais, quand on parle de lâcher-prise, on parle de s'agripper, de s'attacher. On parle aussi... Retenir. Mais il y a une partie où c'est l'exigence. On a une tendance, comme être humain, de vouloir que les gens ou les événements se réalisent ou les gens fassent ou agissent comme nous. Comme on veut, nous autres. Oui, comme on l'a planifié. Exact. On est un petit peu comme des dieux au-dessus d'une montagne, puis on régit le monde. Hein? S'il fallait que tout le monde avait ce pouvoir, ce serait le Capharnaüm. Capharnaüm, parfait. Alors, mais ça, c'est parce que l'humain a tendance, lorsque quelque chose, comme je disais tantôt, ne fait pas son affaire, ne répond pas à ses attentes, à ses désirs, on a tendance à transformer ce qui est en exigence, ça devrait être autrement. Alors, c'est facile de dire, exemple, tu as manqué de courant aujourd'hui. C'était facile d'avoir l'idée, ça ne devrait pas se passer ainsi à Saint-Boniface au prix du payer tes taxes. Puis en me disant que je devrais pas, je me causais du stress et de la colère. Oui, mais si je regarde par rapport aux événements, quand on regarde les événements puis qu'on dit cet événement-là fait pas mon affaire, et automatiquement, on a tendance à ramener ça en disant ça devrait pas être comme ça parce que ça fait pas mon affaire. Mais dans le fond, dès qu'on a l'exigence que ça ne devrait pas, on se rend bien compte qu'on a déjà eu une vision que ce qui était. Là, il faut revenir à la vision première, ce qui est, avant d'arriver à ça ne devrait pas être comme ça. OK, là tu m'as perdu. Oh, je t'ai perdu. OK, on va recommencer.
Si on regarde un événement comme celui de perdre le courant ou comme celui où le conjoint ne ramasse pas son linge, l'enfant qui retarde pour aller à l'école. Alors, on a tendance, quand on constate un fait, on n'arrête pas à constater le fait. On dit pas, ah, mon enfant retarde pour l'école, ah, mon conjoint a pas mis ses... Non, on se dit, ça devrait pas d'être comme ça. Mais Tu devrais pas faire ça. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'esprit, l'idée, la vision, notre système, on a perçu la situation au départ. D'accord? On a vu ce qui était. Mais on a une tendance immédiatement, parce que ça répond pas à nos attentes, de dire ça ne devrait pas. Alors moi, je dis, il faut arrêter de dire que ça devrait pas et juste reconnaître ce qui est. Et je te garantis qu'une diminution automatique de la colère, de l'irritation, de l'agacement. De tout ce qui peut être désagréable comme ressenti ou émotion. Ben, par rapport à celle-là, c'est par rapport surtout à la colère, à l'hostilité, à l'irritation. En acceptant les faits comme ils sont, Ouais. je veux dire, il manque d'électricité chez moi. Que je sois en colère ou que je sois pas en colère, il manque quand même d'électricité chez moi. Exact. Ma À qui colère tu n'a fais du rien tort? apporté Non. à part que ça me perturbe moi. Exact. Et ça me permet, moi, d'être l'occasion de perturber les autres alentours. En acceptant les faits tels qu'ils sont, au lieu de vivre de la colère ou de l'anxiété ou du stress, ça fait juste peut-être préparer à, OK, ça, c'est ainsi. Il n'y a pas d'électricité aujourd'hui, je suis pas capable de mettre la musique sur ma clé, je prépare un plan. OK. L'énergie que j'économise à pas être en colère, ça me permet de prendre cette énergie-là pour préparer un plan B, puis un plan C, puis peut-être juste me calmer. Mais c'est grâce au fait que tu as reconnu les choses sans exigence. À partir du moment où tu les reconnais sans exiger qu'elles soient autrement, ça amène justement l'acceptation. C'est ça l'acceptation. C'est reconnaître, c'est ainsi, et même si ça fait pas mon affaire, même si on peut ajouter, je suis pas obligée d'approuver qu'il n'y a pas d'électricité chez toi. Je peux affirmer, j'aime pas ça, ça fait pas mon affaire, j'apprécie pas. Et tout ce qu'on rajoute au bout du fait, c'est des opinions qui changent absolument rien au fait lui-même. Exactement. Et on peut exprimer nos attentes, nos désirs en bout de ligne. Mais le fait qu'on reconnaisse le fait ou la situation telle qu'elle, sans ajouter l'exigence que ça devrait ou ça devrait pas être comme ça, à partir de là, on est en train à vivre moins d'agressivité, moins de colère. Et à partir de là, c'est sûr qu'on va avoir des rapports beaucoup plus agréables avec les gens qui nous entourent. Ou en tout cas, beaucoup moins désagréables s'ils sont pas plus agréables. Bien, moi, je dis que généralement, quand l'être humain est bien dans sa peau, il va avoir tendance à avoir des rapports beaucoup plus agréables avec les autres. Il va être plus apprécié qu'une autre personne qui est toujours en train d'exiger. Tu dois, tu devrais pas, t'aurais dû, t'aurais pas dû. À partir de là, tous les jugements, les accusations qu'on porte sur les autres, sur les choses, je pense que les autres le sentent aussi, que c'est un degré d'émotivité qui monte. On dit la moutarde nous monte au nez. Hein? À partir de là, on n'apprécie pas, généralement, l'être humain n'apprécie pas vivre dans un tel contexte d'agressivité et de colère. Puis je pense vraiment que le chemin de la sérénité, c'est quand on est en harmonie avec ce qui nous entoure. D'abord en harmonie avec nous-mêmes. Quand on raisonne bien, quand les babines suivent les bottines, généralement, ça l'avance bien dans notre vie, alentour de nous aussi. Ouais. Et un autre élément, tu sais, il y a une autre chose quand on parle d'acceptation, on va avoir tendance à croire que toutes nos peurs sont raisonnables, que toutes nos peurs sont réalistes. Alors combien de fois qu'on s'est fait, moi-même, j'ai eu tendance à avoir peur à des choses qui étaient complètement déraisonnables. Mais connais-tu la plus grande peur des êtres humains? La plus néfaste. Puis la peur plus néfaste, je dirais la peur de perdre l'approbation des autres, perdre notre valeur personnelle. Exactement. La plupart des êtres humains, là, on travaille tellement fort parce qu'on a peur de l'évaluation que les autres vont avoir de nous, de nos comportements, de nos attitudes, de ce qu'on va faire. Et ça influence tellement nos gestes, nos façons de réagir à la vie. Oui.
Et moi, j'appelle ça une maladie, moi. Tu sais, la dame, là, qui va étendre son linge, là, puis elle prend toutes les précautions de mettre tous les pantalons avec les pantalons qu'il faut pas, qu'elle les accroche autrement que bien de cette façon-là que la mère lui a montré. Et elle met ensemble les pantalons, elle met ensemble les chandails, elle met ensemble les bas. Et elle peut pas mettre les choses tout croche, là, hein. Pourquoi? Parce que dans son éducation, et comme moi j'en ai reçu une, la même chose, c'était la tendance à croire qu'il était extrêmement dangereux l'opinion que les autres pouvaient avoir de notre famille et de ce qu'on pouvait faire. Et de ce fait, on se crée à nous-mêmes en croyant que cette opinion-là des autres est tellement dangereuse que cette opinion, on veut l'éviter à tout prix et on évite d'être heureux de faire des choses qui nous plaisent. Pourquoi? Parce qu'on va faire les choses pour plaire aux autres. Et voilà. Oui. Hein? La grande question, c'est est-ce que je vais changer les caractéristiques qui font que je suis ce que je suis pour plaire à une certaine personne en me disant que peut-être qu'en changeant, je déplais à d'autres personnes qui m'apprécient justement parce que j'ai ces caractéristiques-là. Exact. Mais de toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde, puis on ne pourra jamais déplaire à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut affirmer aimer tout le monde? Non plus. Mais si je reviens, pourquoi j'aborde cette vision-là de vouloir la peur de plaire, c'est parce qu'on a de la difficulté à accepter que l'autre a le droit à sa propre opinion de ce qu'on fait et de nous. Puis en plus, on ne l'accepte pas et il y a des gens qui vont se battre, ils vont endurer des situations, ils vont agir agressivement parce que l'autre va avoir dit des choses sur sa valeur ou il va exprimer une opinion. Alors pourquoi accorder tant d'importance à l'opinion des autres? Moi, je me dis, ce qui se passe dans la tête des autres, on s'en sacre-tu? Bien, on a des difficultés pour, je te comprends, par rapport à vouloir se débarrasser de cette idée. Mais quand on commence à penser qu'il est insupportable que les autres pensent des choses négatives de nous, on est en train de vivre énormément d'émotivité et on n'est pas en train d'accepter que l'autre a pleinement le droit d'avoir les idées qu'il a. Et de toute façon... On n'est pas en harmonie avec nous-mêmes quand on passe par le regard des autres. Exactement. Mais de toute façon, j'allais dire que peu importe ce que pense l'autre, c'est une question d'un danger qu'on s'imagine comme étant extrêmement dangereux, extrêmement insupportable. Et s'il fallait que ce soit dangereux et insupportable, je pense qu'un président des États-Unis aujourd'hui serait décédé parce que tellement de monde a parlé de lui en mal, de long et large. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, là, on a vu que la capacité de gérer nos peurs par rapport à l'idée que les autres ou les opinions des autres est très important. Apprendre à relaxer, apprendre à accepter que l'autre a le droit d'avoir les opinions qu'il a et de toute façon, même si que tu les connaisses ou pas, il y a toujours des gens qui vont parler en mal, il y en a d'autres qui vont parler en bien. Mais de toute façon, tu n'auras jamais le contrôle sur ce que pensent et disent les autres. Alors, pourquoi continuer de s'en faire? Exactement. Puis accepter qu'ils ont le droit de dire et ne pas donner cette importance et là, on est libre. Ne pas nourrir l'opinion des autres, le regard des autres sur nous-mêmes. Parce que peu importe ce que tu peux penser de moi, ça ne changera pas ce que je suis fondamentalement. Exactement. Et là, tu vas être libre de l'opinion des autres. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, Sébastien, mon cher ami, oui. On parlait tantôt de tenter d'accepter que les autres ont le droit à leur opinion, peu importe que cette opinion soit négative sur soi et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde dans ce qu'on est ou ce qu'on fait. Absolument. À partir de là, je pense qu'on peut aussi apprendre, puis ça veut pas dire se soumettre à tout, là, comme je disais tantôt, mais on peut apprendre à exprimer ce que nous, on trouve raisonnable. Alors, au lieu de dire, exemple, tu devrais pas me parler comme ça, tu devrais pas donner
diminuer, me mépriser comme tu le fais, à partir de là, on peut l'exprimer avec un « j'aimerais mieux ». Je préférerais. Déjà là, ça va faire une souplesse dans l'expression de notre désir et notre attente. Ça veut pas dire que l'autre est obligé de se soumettre à ce désir-là, mais tout le moins, on va avoir pris les moyens pour valoriser nos idées, nos opinions, nos attentes. Alors, si j'apprends à dire, au lieu de dire « tu devrais pas me parler ainsi, tu devrais pas parler de moi ainsi », enlever l'exigence que tu devrais pour aller plutôt « je préférais, j'aimerais mieux ». Oui, et je vois... laisser l'autre libre là, d'agir. En disant « tu devrais » ou « je préfère que », d'un côté, tu offres à l'autre personne une occasion différente d'interpréter différemment ton besoin. Exactement. Je veux que ou j'aimerais que, tu dois, ça s'interprète pas de la même façon. Et dans mon cerveau non plus, quand moi je dis tu devrais, je me crée une idée qui crée une émotion. Alors que si je dis simplement j'aurais aimé, j'aurais préféré, je crée pas la même idée dans mon cerveau qui ne me crée pas la même émotion. Exactement. Alors c'est à toi que tu fais du bien. Dans les deux cas, j'offre l'occasion aux autres de bien interpréter ce que je veux et je me permets à moi de me faire du bien. Et de plus, juste se donner, puis moi je mets au défi les auditeurs. Mettez-vous au défi quelquefois demain dans la journée ou même à partir de ce soir, quelques occasions au lieu de remplacer vos tu devrais par j'aimerais mieux, juste constater le changement chez vous. Absolument. Et constater le changement chez l'autre. Oui, totalement. Parce que c'est là où il y a beaucoup de difficultés relationnelles, parce que tu devrais, t'aurais dû, tu n'aurais pas dû. À partir de ces expressions, l'autre va avoir tendance à se sentir coupable. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la guerre des mots. Je me sens coupable, je me sens pas bien. À partir de là, moi, je retourne, puis toi aussi, t'aurais pas dû, puis toi aussi, t'aurais dû. On se relance la boulette indéfiniment. Exactement. Alors, à qui on fait le plus de bien, c'est à soi, à notre relation avec l'autre. Oui. Et à partir de là, bien, on va aussi lâcher prise que l'autre est pas obligé de répondre à notre demande, malgré tout. Oui, avant d'exiger aux autres d'être parfaits, est-ce que on pourrait d'abord regarder si nous-mêmes, on est parfait? Si j'ai pas la capacité d'être parfait, comment je peux imposer aux autres d'être parfait? Alors, on peut reconnaître une chose. Il y a aucun être humain sur Terre qui est parfait. Et mon Dieu, le dernier, ils l'ont crucifié, fait que c'est sûr que ça me donne même pas le goût d'essayer, hein? Mais de ce fait, si on tente de vouloir agir de façon parfaite, de pas faire d'erreur, ne pas accepter qu'on est des humains imparfaits, à partir de là, on n'est pas dans l'acceptation, on tend encore là, on n'est pas dans le lâcher prise. Non, dans la retenue. On est dans la retenue, on est dans le se battre pour que les choses deviennent des choses qui sont parfaites. Alors de là, on va découler toutes les difficultés qui vont aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Si on l'épuisement mental, physique, épuisement émotionnel, physique. À partir de là, si on faisait juste retenir une chose, que nous sommes tous des êtres humains faillibles et imparfaits. Ah oui. Et qu'on a aussi le droit à l'erreur. Surtout que la perfection, c'est quelque chose qui n'a pas de critères définis. Alors, je peux décider que ce que je suis, c'est parfait et ça me convient ici, maintenant, à ce moment-là. J'oserais pas mettre le mot parfait, dans le sens ça peut répondre parfaitement à tes attentes sans que tu sois un être parfait. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce moment-ci, pour moi, il est parfait. Oui. Et j'ai pas de critères de la perfection. Peut-être que toi, tu le trouves pas parfait, j'en ai aucune idée, mais ça reste une question d'opinion. Moi, à mon point de vue, ici, maintenant, je peux trouver ce moment-là parfait. Que ça correspond à 100% à tes désirs et à tes attentes. Voilà. D'accord. Mais est-ce que pour autant, l'être humain est parfait en soi? Non, on n'a pas de critères de ce que c'est être parfait. Alors, pour être parfait, il faudrait que tu fasses parfaitement toutes les choses à partir du début de ta vie à la fin de ta vie. C'est quoi parfait? Mais ça n'existe pas, la perfection. Ben voilà, c'est une opinion.
C'est difficile d'être parfait parce que les êtres humains, de toute façon, on est reconnus comme des êtres humains imparfaits et faillibles. Et sur ça, bien, accepter justement qu'on est en mesure de vivre et faire des erreurs, nous diminuons notre taux d'anxiété. Pourquoi? Parce que plus on accepte qu'on est des humains, plus on accepte que les autres sont des humains qui font aussi des erreurs, même si on n'est pas d'accord, parce qu'encore là, peut accepter que l'humain fasse des erreurs, mais on peut aussi reconnaître qu'on n'approuve pas certaines erreurs parce que ça répond pas à la qualité, exemple, du travail qu'on a demandé. On peut mettre notre affirmation en disant, j'apprécie pas, il y a telle erreur que t'as fait au travail, il y a une conséquence, j'apprécierais qu'à l'avenir, que tu puisses corriger cette situation-là. Et à partir de là, les tensions sont moins grandes aussi au travail. Oui, parce que l'autre a la possibilité aussi d'exprimer le pourquoi ou sa vision de la situation. Exactement. Et là, on est en train encore de parler d'une émotion intense que les gens vivent, qui est l'anxiété. L'anxiété on appelle ça l'anxiété de performance. Il y a l'anxiété aussi de l'opinion par rapport à l'opinion des autres. Alors, cette anxiété, je rencontre régulièrement des clients à mon bureau qui vivent tellement un taux d'anxiété quand ils commencent juste à accepter qu'ils sont des humains imparfaits. À partir de là, les épaules se détendent et les gens commencent à respirer un peu mieux. Et à partir de là, ils ont un petit peu moins de brûlement d'estomac. Parce que faut pas oublier que l'anxiété va causer plusieurs malaises physiques. Et c'est très dommage parce que c'est pas juste la médication qui peut régler ça, mais si on travaille à changer nos idées, on peut apprendre à soulager nos malaises physiques qui sont causés par cette anxiété-là. Et j'en suis une preuve vivante, en effet. Je dirais, d'une autre façon, c'est se redonner nos droits et redonner les droits aux autres. Les autres ont le droit d'être ce qu'ils sont comme ils sont parce qu'ils ont leur vécu, leur histoire, qui font qu'ils sont ce qu'ils sont. Et ça me permet aussi, moi, d'être ce que je suis comme je suis parce que j'ai tout un historique derrière moi qui fait que je suis ce que je suis. C'est difficile je connaîtrai jamais aucune autre version de la vie que celle que je vis maintenant. S'il y a d'autres versions, il va falloir que j'attende de faire le tour pour recommencer parce que pour tout de suite, je ne connais que ce que tu vis. Maintenant. Et puis, écoute, ce que tu es en train de dire, c'est très sage parce que c'est une des façons d'arriver à lâcher prise, c'est accepter ce qui est et ici et maintenant. Si on est en mesure d'apprendre à vivre le moment présent, parce qu'on va être plus en mesure d'être détendu si on apprend à vivre l'instant présent. Alors, comme je le disais, on est tellement habitué de penser, notre cerveau circule des idées à la tonne et à partir de là, on est envahi de toutes sortes de pensées qui nous causent des tensions. Si on est juste, comme tu suggérais tantôt, se mettre à respirer, être en mesure de prendre conscience qu'on vit des difficultés, mais qu'on vit des tensions, à partir de là, on est déjà et se recentrer ici et maintenant. La respiration. Est-ce qu'on a le temps de faire le tour des étapes? Alors, les étapes du lâcher-prise. La première chose, c'est observer les tensions intérieures. On a des serrements de dents, on a de la pression au thorax, on a des sensations intérieures de perdre le contrôle, des résistances et des tensions musculaires. Juste prendre conscience de ça, c'est la première étape. À partir de cette prise de conscience, la deuxième étape, c'est de prendre une grande respiration. Si on prend une grande respiration profonde, le plus profondément et lentement que possible, à partir de cette respiration, on va se rendre compte que ça libère un espace physique à l'intérieur de nous, dans la cage thoracique, et automatiquement, ça diminue la tension émotionnelle. La cohérence cardiaque aussi arrive à un résultat sensiblement. C'est un modèle pour arriver à ça. Respiration pranique aussi arrive à un résultat de calmer les neurones. On sait jusqu'à quel point la respiration est essentielle à la vie. Alors, je répète, observer les tensions,
La deuxième, prendre une grande et profonde respiration. La troisième, c'est d'identifier nos peurs. De là, pour comment on peut l'identifier en se posant des questions. De quoi ai-je peur? C'est quoi le danger qui me menace actuellement? Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation-là? Et ces trois questions-là vont mettre en perspective et on va relativiser en quatrième point davantage, justement, on va relativiser la situation. Oui. Recontextualiser les choses d'une façon plus réaliste. Exactement. Parce que souvent, quand on identifie nos peurs, on a des idées déraisonnables. On pense, comme on le disait tantôt, que c'est insupportable. On pense que c'est la fin du monde. On pense qu'on va mourir. C'est pour ça qu'on veut contrôler. Parce qu'on pense tellement qu'il y a un danger qui nous menace qu'on veut que les choses se passent comme on veut. Alors, si on commence à se questionner, est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? À partir de là, on va être en mesure de voir qu'il n'y a pas personne qui va en mourir. Possiblement, à moins que vous soyez en train de conduire, piloter un avion de la 3000 pieds dans les airs. Mais de toute façon, tout le monde va en mourir, mais chacun à leur tour à un moment donné. Oui, ben, du fait que quand on pense qu'on va en mourir et qu'on se met des idées que c'est insupportable ou invivable, c'est à partir de là qu'on va vivre ce grand stress-là. Et je pense vraiment que c'est cette pensée-là qui nous fait penser obligé de contrôler ce qui nous entoure. Exact. Et ce contrôle-là, c'est ça, la retenue. Oui. C'est le non-lâcher prise. Exactement. C'est pour ça qu'identifier les peurs, de quoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur d'avoir de l'air fou? Est-ce que j'ai peur de perdre mon emploi? Et si j'ai peur d'avoir l'air fou, au bout du compte, ça change quoi? Et là, on va aller dans la quatrième élément de relativiser mes idées par un questionnement. Et puis après, même si j'avais de l'air fou, est-ce qu'on va en mourir? Même si j'avais de l'air imbécile aux yeux des autres, est-ce que ceci va faire en sorte que le monde va arrêter de tourner? Et c'est de là que relativiser nos idées, c'est d'être un peu plus raisonnable. Puis, je crois que l'autre élément, c'est essayer de voir que dans toute situation, il y a sûrement au moins un avantage, au minimum un avantage que vous pourriez tirer de la situation. Exemple, si je dis, comme toi, tu dis, j'ai peur, j'ai pas d'électricité, j'ai peur d'arriver sans ma musique, pas sur ma clé, et là, est-ce que tu as pu tirer un avantage quand tu as pu te calmer un peu? Quel avantage as-tu tiré? Que j'avais déjà un plan B et un plan C. Et voilà. Vois-tu, dans cet avantage, de trouver un plan B. Et dans toutes les situations, même si on considère qu'on a peur des situations, il y a sûrement un avantage à en retirer. Et je dirais même le fait de ne pas avoir peur de l'opinion de l'autre ou du regard de l'autre, ça a l'avantage direct que je ne me prive pas de faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire maintenant. C'est ça. Fait qu'accepter qu'on peut ne pas répondre aux attentes des autres, accepter que les autres peuvent nous désapprouver, accepter qu'ils peuvent parler en mal de nous. Mais c'est pas important que les autres approuvent tout ça. Nous, si on se fait plaisir, exactement. On est la première personne à qui on se fait plaisir. Mon Dieu, je trouve ça merveilleux. Sorti de ta bouche, c'est fantastique. Ben, merci. Alors, pour conclure, comme la cinquième étape, là, c'est cessez donc de croire que ce qui arrive, c'est la fin du monde. Juste vous dire, j'aime pas ça, c'est comme ça, j'ai pas absolument besoin que ça se passe comme je l'exige. Ça peut se passer autrement. Puis il peut retirer du positif là-dedans. Juste à penser qu'il y a des gens qui vivent dans des camps de réfugiés, dans des tentes de toile, puis qu'il y en a qui réussissent à être heureux, à trouver du plaisir. Je me dis, on a très peu de raisons qui nous permet de pas jouir de la vie. Ce qui nous empêche d'en profiter, c'est vraiment nos propres pensées. Notre mental. Oui. On a des bourreaux dans la tête. Hein? On a nos propres... On aime ça, se taper dessus, hein? On est nos propres bourreaux, nos propres
comment on pourrait dire, nos propres juges sévères. Ah oui, décidément, on est nos propres Alors, juges. Pour ce qui est de cette semaine, j'espère que nos auditeurs ont pu apprendre un peu plus sur le lâcher-prise. J'aimerais vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez réécouter les émissions toujours en allant sur le 1031fm.ca, la zone audio, et vous allez dans la section à gauche dans l'émission Apprendre à vivre heureux. Il y a aussi la possibilité pour vous, chers auditeurs, de nous poser vos questions, de nous faire vos commentaires. Vous nous écrivez simplement à vivreheureux@103.1fm.ca. Alors de là, nous attendons vos commentaires, vos questions. Vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochaines émissions? Vous êtes les bienvenus. Mhm. Alors, comment t'as trouvé notre deuxième émission, mon cher ami? Ben, sais-tu, je pense qu'on a suffisamment de matériel pour en parler encore la semaine prochaine. Ben, on va en reparler, puis on va voir si nos auditeurs, on leur lance sur la question lâcher prise. Je pense sincèrement que le lâcher-prise est la clé du succès pour être heureux. Ouais. Je suis pas un très grand philosophe, vous comprendrez, mais je me plais quand même à dire que c'est pas important de savoir où le courant s'en va. L'important, c'est de suivre le courant. Lui, il sait où il s'en va. On a juste à le suivre, point. D'accord. Alors, pour ça, ça va être tout pour cette semaine. Nous espérons que cette émission a pu vous permettre de mieux comprendre le lâcher-prise. Mhm. Nous souhaitons là une vie émotive équilibrée et nous souhaitons que vous ayez plusieurs occasions de vivre de la joie et du plaisir. C'est le temps de nous dire des salutations. Oui. Ben, bonsoir. Jusqu'à la semaine prochaine, du moins. Ben, bonsoir Sébastien. Et merci encore de l'opportunité qui nous est offerte par le 103,1 pour partager nos connaissances. Mhm. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous et nous sommes toujours disponibles à répondre à vos questions et accepter vos commentaires parce qu'on sait que ça change rien à notre valeur personnelle. Non, mais ça peut peut-être faire du bien aux autres. Oui, mais si on a des commentaires positifs, ça va être merveilleux. Ah oui, on apprécie ça, c'est certain. Je t'aime, mon ami. OK, moi aussi, bye.